Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient tels que son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis et le sorcier était ravi d'y apporter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge, puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien, et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. C'est un connard de Serpentard, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un petit résumé de la première page. Lorsque son père mourut, le fils trouva, caché à l'intérieur de la vieille marmite, un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin portait ces mots. « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que désormais la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption de verrue, lui dit-elle. Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. Allez-vous-en, s'écria le fils. Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille ? Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquettements et des martèlements sonores retentirent dans la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père, un pied de cuivre unique lui avait poussé, et elle sautait sur place, au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha mais battit précipitamment en retraite lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. « Répugnant objet !» s'exclama-t-il. Je peux vous montrer la pauvre petite dame qui vient demander de l'aide et qui n'en a pas. Et la pauvre petite fille, la pauvre petite fille qui a la peste noire sûrement. Excellente blague. Hop. Ah, en plus regardez, la page d'à côté vous avez à quoi ressemble, alors que je mette le livre de droit, c'est pas vrai. À quoi ressemble la marmite. Vous pouvez donc voir que c'est une marmite avec un pied et des verrues. Chose qui arrive pas souvent, on va pas se mentir. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie, et enfin de la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ses sorts ne donna de résultat, et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant chaque marche de l'escalier de bois dans un cliquettement et un martèlement assourdissant. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. Clang, 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 faisait la marmite au pied de cuivre et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son porridge qu'on frappa de nouveau à la porte. Un vieil homme se tenait sur le seuil. « C'est au sujet de mon vieil âne, monsieur, expliqua-t-il. Il est perdu, ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux aller vendre mes marchandises, et ma famille aura faim ce soir. »« Moi, c'est maintenant que j'ai faim, rugit le sorcier, et il claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, 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 fit le pied de cuivre de la marmite, en sautant sur le sol, mais à présent, des braiements se mêlaient à son vacarme et des gémissements affamés aux accents humains s'élevaient des profondeurs du chaudron. « Tiens-toi tranquille, silence !» hurla le sorcier d'une voix aiguë. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite couverte de verrues, et elle continua de sauter toute la journée derrière lui,
brayant comme un âne, gémissant, cliquettant avec bruit, partout où il allait et quoi qu'il fît. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui sanglotait à fendre larmes. Mon bébé est gravement malade, se lamenta-t-elle. S'il vous plaît, aidez-nous. Votre père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. Mais le sorcier lui claqua la porte au nez. À présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout, en continuant de sauter, de braire, de gémir et de couvrir d'autres verrues. Bien que, pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide aux sorciers, tu m'étonnes, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne s'en contenta plus de braire, de gémir, de répandre des larmes, de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, du lait caillé et un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui. Mais elle refusait de le quitter et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs, s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui sur la route qui menait au village. Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. Avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. La redoutable marmite bondissant toujours derrière lui, il courut le long de la grande rue, lançant des sortilèges en tous sens. À l'intérieur d'une des maisons, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil. Grâce à un sortilège d'attraction, l'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers et remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictames et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'étaient répandus maladie et chagrin, le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite à côté de lui cessa de gémir et d'avoir des hauts le cœur. Elle devint silencieuse, propre et brillante. Alors, marmite, demanda le sorcier en tremblant. Bah, du coup, c'est pas vraiment ce ton qu'il faut se mettre. Alors, marmite, demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permit d'enchausser son pied de cuivre. Puis, ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier, le bruit de pas de la marmite enfin assourdi. Mais, à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Et donc, vous avez une petite marmite qui est en train de péter un câble, et le serpentard qui devient enfin gentil et qui aide les gens. Ici. Désormais, les commentaires d'Albus Dumbledore avec évidemment une magnifique couverture de. Oh, que j'arrive à la cadrer. De son bureau avec film sec, pour ceux qui reconnaissent. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le sorcier et la marmite sauteuse. Un vieux et bon sorcier décide d'infliger une leçon à son fils au cœur sec en lui donnant une idée des misères que subissent les moldus des environs. La conscience du jeune sorcier s'éveille et il finit par accepter de faire usage de ses pouvoirs au profit de ses voisins, dépourvus de magie. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une fable simple aux vertus réconfortantes, mais il faudrait être un bien innocent bonnet pour avoir une telle opinion. Une histoire pro-moldu montrant qu'un père aimant les moldus dispose de pouvoirs magiques supérieurs à ceux de son fils qui les déteste. On ne peut qu'être stupéfait à la pensée que des copies de la version originale de ce conte aient survécu aux flammes auxquelles elles étaient si souvent livrées. Biddle était d'une certaine manière en décalage avec son époque lorsqu'il dispensait un message d'amour fraternel envers les moldus. Au début du XVe siècle, les persécutions contre les sorcières et les sorciers gagnaient dans toute l'Europe. Dans la communauté magique, beaucoup pensaient, à juste titre, que proposer de jeter un sort pour guérir le cochon malade d'un voisin moldu équivalait à se porter volontaire pour aller ramasser le bois de son propre bûcher. Laissons les moldus se débrouiller sans nous. Tel était le cri des sorciers, tandis qu'ils s'éloignaient de plus en plus de leurs frères non magiques. Le point culminant étant l'institution du Code international du secret magique en 1689, quand la communauté des sorciers décida volontairement de passer dans la clandestinité. Mais les enfants étant ce qu'ils sont, la grotesque marmite sauteuse s'empara de leur imagination.
La solution consistait à débarrasser le comte de sa morale pro-moldue, tout en conservant le chaudron couvert de verrues, et ainsi, vers le milieu du XVIe siècle, une version différente fut largement répandue parmi les familles de sorciers. Dans l'histoire revisitée, la marmite sauteuse protège un sorcier innocent de ses voisins, qui brandissent torches et fourches, en les chassant de sa maison, en les attrapant et en les avalant tout entiers. À la fin, lorsque la marmite a englouti la plupart de ses voisins, le sorcier obtient des quelques villageois qui restent la promesse qu'ils le laisseront pratiquer sa magie en paix. En échange, il commande... J'avais oublié que j'avais mis ça en alerte, alors, du coup. Alerte box. Non, comment on fait déjà? Je vais monter un peu le son qu'on entende tout par-dessus la musique. Levion sang. Ah là là. Contenu multimédia. On va augmenter un peu le volume. Voilà. Terminé. Du coup, excusez-moi, merci nous du 25 et coucou, j'ai pas vu dans le chat, coucou. Merci pour le follow, merci à faire Twitch aussi pour le follow. Merci beaucoup à vous du soutien. Bienvenue. Même si nous sommes à la fin de la première femme, mais bienvenue quand même. Où en étais-je? Oui, à la fin, lorsque la marmite a englouti la plupart de ses voisins, le sorcier obtient des quelques villageois qui restent la promesse qu'ils le laisseront pratiquer sa magie en paix. En échange, il commande à la marmite de rendre ses victimes qui sont ainsi recrachées, quelque peu estropiées de ses profondeurs. Aujourd'hui encore, certains enfants de sorciers n'entendent que la version revisitée qui leur est racontée par leurs parents, généralement anti-moldus, généralement de la famille de Malfoy. Et lorsqu'il leur arrive d'avoir l'original entre les mains, sa lecture constitue pour eux une grande surprise. Cependant, comme je l'ai déjà laissé entendre, ce n'est pas seulement à cause de son sentiment pro-moldu que le sorcier et la marmite sauteuse a provoqué des réactions de colère. Alors que la chasse aux sorcières se faisait de plus en plus féroce, les familles de sorciers commencèrent à vivre une double vie, utilisant des charmes de camouflage pour se protéger. Au XVIIe siècle, tout sorcier ou sorcière qui choisissait de fraterniser avec des moldus devenait un suspect et même un réprouvé dans sa propre communauté. Parmi les nombreuses insultes lancées aux sorciers pro-moldus, des épithètes aussi colorées que Vautrambourbe, Lèche-Bouse et Gobfang datent de cette époque. Il y avait celles qui supposaient des pouvoirs magiques insuffisants ou inférieurs. Des sorciers influents de l'époque, tels Brutus Malfoy, on en vient, directeur de Sorciers en guerre, une gazette anti-moldus, comme par hasard, entretenait le stéréotype selon lequel un amoureux des moldus avait à peu près autant de pouvoirs magiques qu'un crack-molle. Du coup, un mec qui vient d'une famille de sorciers mais qui n'a pas de pouvoir. En 1675, Brutus écrivait: Voici ce qu'on peut établir avec certitude. Un sorcier qui marque de l'affection pour la société des moldus est d'une intelligence inférieure et sa magie si insignifiante, si pitoyable, qu'il lui faut s'entourer de porchers moldus pour se sentir supérieur. Il n'est pas de signe plus sûr d'une faible magie que la faiblesse envers une compagnie dépourvue de magie. Pourquoi tu dis Malfoy? Je dis une fois sur deux en fait. Malfoy, ça dépend de mon humeur. Sorry. Ce préjugé a fini par disparaître devant l'écrasante évidence que certains des sorciers les plus brillants du monde ont été, pour utiliser l'expression courante, des amoureux des moldus, avec la petite annotation qui dit « tel que moi-même », parce qu'il est très modeste Dumbledore, comme vous le savez. La dernière objection soulevée par le sorcier et la marmite sauteuse demeure encore vivace aujourd'hui dans certains milieux. Elle fut sans doute le mieux résumée par Beatrix Bloxham, auteur des Contes du champignon de sinistre réputation. Mrs. Bloxham pensait que les contes de Biddelbard étaient préjudiciables aux enfants en raison de ce qu'elle appelait leur obsession malsaine pour les sujets les plus affreux, tels que la mort, la maladie, les effusions de sang, la magie malfaisante, les personnages morbides, les éruptions et épanchements corporels du genre le plus répugnant. Elle reprit diverses histoires anciennes, dont certaines de Biddle, et les réécrivit pour les conformer à ces idiots qu'elle définissait ainsi. Emplir les esprits purs... J'arrive plus à parler, excusez-moi. Emplir les esprits purs de nos petits anges de pensées saines et heureuses, épargner à leur doux sommeil tout rêve pernicieux et protéger la précieuse fleur de leur innocence. Le dernier paragraphe du sorcier et la marmite sauteuse, retravaillé selon les idées pures et précieuses de Mrs. Bloxham, est ainsi rédigé. Alors, la petite marmite d'or dansa avec délice. Hop là, hop là, hop hop hop, sur ses minuscules orteils roses.
Mini Villini avait guéri toutes les poupées de leur gros mal de ventre, et la petite marmite était si heureuse qu'elle se remplit de bonbons pour Mini Villini et les poupées. Mais n'oublie pas de brosser tes petites quenottes, s'exclama la marmite. Mini Villini embrassa la marmite qui faisait hop hop et la serra contre lui en promettant de toujours aider les petites poupées et de ne plus jamais être un vieux grognon ronchon. Le conte de Mrs. Bloxham a suscité la même réaction chez une génération d'enfants sorciers. Des hauts le cœur incontrôlable, suivi de l'exigence immédiate que ce livre leur soit retiré de la vue et réduit en bouillie. Du coup voilà, pour le premier conte, du coup le sorcier et la marmite sauteuse de ce recueil de contes, vous en avez pensé quoi du conte en lui-même et des annotations de Dumbledore, mais plus le conte. Pendant ce temps-là, je vais lire le chat. J'ai pas vu que j'étais pas follower. Bah c'est bon, tu as résolu ta tare. C'est un peu les Le Pen, les Malfoy. Bah pas qu'un peu, hein. Genre quand dans le 2, Malfoy il dit à Hermione Sandbourbe, c'est un peu comme si aujourd'hui tu croises un mec dans la rue, tu disais sale arabe, tu vois, genre. C'est le sale arabe du monde des sorciers, donc genre c'est totalement Le Pen. Mais après, c'est plus la famille Malfoy qui est comme ça, genre Drago en lui-même, enfin genre il est comme ça au début, mais après il évolue et devient quelqu'un de beaucoup plus cool dans la saga. Seems good? Eh bien, it is good, si ça seems good. Je vois qu'il y a plein de nouveaux dans le chat, enfin genre, pas forcément qui parlent, mais des gens qui étaient pas là la dernière fois. Du coup, merci à tout le monde d'être là. On va donc passer à la le deuxième conte. Est-ce que je l'ai pas raté? Oui, viewer, quel génie, t'as vu ça? Bon, évidemment, tu dis ça, au moment où tu dis ça, ça affiche une paire de 1 à 7. Mais non, mais c'est bien qu'il y ait des nouveaux gens. Ça fait plaisir. C'est calme, c'est reposant, c'est cool. Bah tant mieux en vrai si c'est comme ça. C'est comme ça que je l'envisageais en fait, genre je vous fais découvrir des œuvres en même temps, genre ça, je vous raconte tranquillement enfin lis tranquillement des livres. Et du coup vous, ça vous fait découvrir des trucs, en même temps vous pouvez vous poser, enfin genre... c'est pour ça aussi qu'au niveau du visuel, c'est pas genre un truc de ouf avec des explosions, c'est parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont juste posés dans leur lit avec le stream en fond. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On va donc pouvoir passer à la deuxième conte, pardon, j'arrête pas de me tromper, qui est La Fontaine de la Bonne Fortune. Et petit teaser, la dernière nouvelle, c'est le conte des trois frères qui est du coup à l'origine du t-shirt que je porte aujourd'hui et à l'origine des reliques de la mort. Mais c'est le dernier conte, donc il va falloir que vous découvrez tous les autres avant. Donc, La Fontaine de la Bonne Fortune. Haut sur une colline, dans un jardin enchanté entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges, jaillissait la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux et seul se voyait accorder la chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Aujourd'hui, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre, avant l'aube, les murs du jardin. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoirs magiques ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. Trois sorcières, chacune ployant sous le poids du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la foule et se racontèrent leur détresse tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. La première, qui s'appelait Asha, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que la fontaine chasserait ses symptômes et lui accorderait une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Alteda, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette par un sorcier malfaisant, sûrement Malfoy. Elle espérait que la fontaine pourrait mettre un terme à son désarroi et à sa pauvreté. La troisième, qui s'appelait Amata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement, et elle pensait que jamais son cœur n'en guérirait. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie.
Prenant pitié l'une de l'autre, les trois femmes tombèrent d'accord, si la chance les favorisait, pour s'unir et essayer d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fendit le ciel et une brèche s'ouvrit dans le mur. La foule se porta en avant, chacun réclamant à grands cris la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes venues du jardin serpentèrent alors à travers la masse humaine qui se pressait contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la seconde sorcière, Altheda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre, monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent les trois sorcières à travers la brèche du mur et le chevalier, arraché à son cheval, fut entraîné avec elles. Les cris furieux de la foule déçue s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se referma. Asha et Altheda étaient en colère contre Amata qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. Une seule personne peut se baigner dans la fontaine. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera, sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. Le début de cette nouvelle, c'est une fontaine qui a la réputation de, euh, de pouvoir soigner tous les maux, et ces trois sorcières, une qui a eu un problème de cœur, une qui est gravement malade et une qui a été dépouillée, qui veulent aller à cette fontaine pour être guéries. Et elles se sont dit, normalement il y a une seule personne qui vient, elles se sont dit si on est pris, on y va en trois ensemble. Et là il y a du lierre qui est venu les chercher, sauf qu'elles sont tenues par la main pour emmener les trois, sauf qu'il y en a une qui sans faire exprès s'est accrochée à un chevalier, du coup ça l'a amené avec eux. À présent, Sire sans chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui s'étendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières, et comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique, ni aucune habilité en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. Cœur de lièvre, le gronda-t-elle, tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but. Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté, où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance de chaque côté des sentiers baignés par la lumière du soleil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un ver, blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. À leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Sire sans chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassa net. Puis Altheda jeta des pierres au ver, tandis qu'Asha et Amata essayèrent tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter, mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leurs amis ou l'acier du chevalier. Le ver refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel, et Asha, désespéré, se mit à pleurer. Le grand ver appuya alors sa tête contre celle d'Asha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. Se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur, cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Sire sans chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline, mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorcières et le chevalier poursuivirent leur escalade. Pourtant, ils eurent beau marcher pendant des heures, ils n'avaient pas avancé d'un pas. Le sommet ne s'était pas rapproché et l'inscription était toujours gravée dans la terre, devant eux. Ils étaient tous découragés, tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête et commença à redescendre vers l'horizon lointain. Mais Altheda marchait plus vite, avec plus de force que les autres, et elle les exhortait à suivre son exemple, bien qu'elle ne parvint toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. « Courage, mes amis, n'abandonnez pas, s'écria-t-elle en s'épongeant le front.
Alors que des gouttes de sueur luisantes tombaient sur le sol, l'inscription qui leur barrait le chemin s'effaça, et ils s'aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. Enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle, ils se hâtèrent en direction du sommet, avançant le plus vite possible jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la fontaine qui étincelait comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs. Avant de pouvoir l'atteindre, cependant, ils se retrouvèrent devant un cours d'eau qui coulait tout autour du sommet de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs de l'eau claire, une pierre lisse portait ces mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé ». Je vous montre l'illustration que nous avons. On a donc le cours d'eau et les sorcières autour. Sire sans chance essaya de franchir le cours d'eau en flottant sur son bouclier, mais il sombra. Les trois sorcières le tirèrent de l'eau, puis tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau, mais il refusait de les laisser passer, et pendant ce temps, le soleil continuait de descendre dans le ciel. Ils s'interrogèrent alors sur la signification du message inscrit dans la pierre, et ce fut Amata qui le comprit la première. Prenant sa baguette, elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passés avec son amoureux disparu, et les laissa tomber dans l'eau vive du courant. Le ruisseau les emporta, et des pierres émergèrent grâce auxquelles les trois sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline. La fontaine scintillait devant eux, nichée parmi des herbes et des fleurs plus rares et plus belles toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant. Une couleur de rubis embrasait le ciel, et il était temps de choisir qui d'entre eux allait se baigner dans la fontaine. Elle a encore une magnifique illustration de la fontaine. Donc ici la fontaine et ici les gens qui viennent d'arriver. Mais avant qu'ils aient pu se décider, la frêle Asha tomba sur le sol. Épuisée par tant d'efforts pour parvenir au sommet, elle était proche de la mort. Ses trois amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine, mais Asha éprouvait une douleur mortelle et elle les supplia de ne pas la toucher. Altheda se hâta de cueillir toutes ces herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses, les mélangea dans la gourde d'eau de cire sans chance et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'Asha. Aussitôt, Asha put se relever. Mieux encore, tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu. « Je suis guérie !» s'écria-t-elle. « Je n'ai pas besoin de la fontaine, que ce soit Altheda qui s'y baigne. » Mais Altheda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. « Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or, que ce soit Amata qui se baigne. » Cire sans chance s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassé de lui suffisait à son bonheur. « Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner en récompense de votre noblesse de cœur, dit-elle à Cire sans chance. Alors, le chevalier s'avança dans un bruit d'armure, sur les derniers rayons de soleil couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres et étourdi par cette chance incroyable. Tandis que le soleil tombait au-dessus de l'horizon, Cire sans chance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et, dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il eût jamais contemplée. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas moins ravi que lui, comprit qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les quatre une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut, ni ne soupçonna jamais, qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. On peut voir les amoureux à la fin, avant qu'ils fassent le petit bisou. Hop. Nous avons du coup ensuite les commentaires de Dumbledore. Des gens de la fontaine. Pourquoi je rigole à ça, putain? Non mais pas mal, bien trouvé.
Donc les commentaires d'Albus Dumbledore sur la fontaine de la bonne fortune. La fontaine de la bonne fortune fera toujours partie de nos contes préférés, à tel point qu'il fut le sujet de l'unique spectacle qu'on ait jamais tenté de monter pour la fête de Noël à Poudlard. Notre maître de botanique de l'époque, le professeur Herbert Biry, un adepte enthousiaste du théâtre amateur, proposa une adaptation de ce conte bien aimé des enfants, afin d'offrir aux enseignants et aux élèves un divertissement de choix à l'occasion de Noël. J'étais alors un jeune professeur de métamorphose et Herbert m'avait confié les effets spéciaux qui comportaient qui comportait la fourniture d'une fontaine de la bonne fortune en état de fonctionnement et d'une verte colline miniature sur laquelle nos trois héroïnes et notre héros donneraient l'illusion de marcher tandis qu'elles s'enfonceraient lentement sous la Seine pour disparaître peu à peu à la vue. Je crois pouvoir dire, sans aucune vanité, que ma fontaine et ma colline jouèrent toutes deux avec bonne volonté le rôle qui leur avait été confié. Hélas, on ne saurait en dire autant du reste de la distribution, sans parler pour l'instant des frasques du gigantesque verre que nous avait procuré notre enseignant en soins aux créatures magiques, le professeur Sylvanus Brulopo. L'élément humain se révéla désastreux pour le spectacle. Le professeur Biry, dans son rôle de metteur en scène, avait dangereusement négligé l'imbroglio sentimental qui couvrait sous son nez. Il ne savait pas que l'élève qui jouait Amata avait été la petite amie de celui qui jouait Cire sans chance et que leur liaison avait pris fin 1 heure avant le lever de rideau, c'est-à-dire au moment où Cire sans chance avait transféré son affection sur Acha. C'est pas de peau. Il me suffira de dire que nos chercheurs de bonne fortune n'arrivèrent jamais au sommet de la colline. Le rideau s'était à peine levé que le verre du professeur Brulopo, identifié à présent comme un serpent cendre soumis à un sortilège d'empiffrement, explosa dans une pluie de flamèches brûlantes et de poussière, remplissant la grande salle de fumée et de débris de décor. Tandis que les énormes œufs enflammés pendus par la créature au pied de ma colline embrasaient le plancher, Amata et Acha s'affrontaient, engageant un duel si féroce que le professeur Biry fut pris dans leur feu croisé. Le personnel dut évacuer la salle car l'incendie qui faisait rage sur la scène menaçait de tout ravager et le divertissement se conclut par une infirmerie surchargée. Il fallut plusieurs mois pour que la grande salle soit débarrassée de son piquant arôme de bois brûlé, puis longtemps encore pour que la tête du professeur Biry retrouve ses proportions habituelles et que la période de mise à l'épreuve du professeur Brulopo soit levée. Le directeur, Armando Dipet, imposa à l'avenir une totale interdiction de tout spectacle de Noël, instituant une fière tradition de renoncement théâtral que Poudlard a maintenu jusqu'à nos jours. Indépendamment de notre fiasco scénique, La Fontaine de la Bonne Fortune est sans doute le plus populaire des contes de Biddle, bien que, tout comme Le Sorcier et la Marmite Sauteuse, il ait ses détracteurs. Plus d'un parent a exigé le retrait de ce conte de la bibliothèque de Poudlard, notamment, par pure coïncidence, à votre avis, notamment par pure coïncidence, un descendant de Brutus Malfoy et ancien membre du conseil d'administration de Poudlard, Monsieur Lucius Malfoy. Monsieur Malfoy a formulé sa demande d'interdiction du conte en écrivant « Toute œuvre, de fiction ou pas, qui fait état de croisement entre des sorciers et des moldus, devrait être bannie des rayons de Poudlard. Je ne souhaite pas que mon fils subisse des influences pouvant l'amener à souiller la pureté de son sang à travers la lecture d'histoires qui encouragent un mariage sorcier-moldu. » Mon refus d'enlever le livre de la bibliothèque fut approuvé par une majorité des membres du conseil d'administration. J'ai répondu à M. Malfoy en lui expliquant ma décision et en le mettant en PLS. Les soi-disant familles de sang pur ne maintiennent leur prétendue pureté qu'en supprimant de leurs arbres généalogiques les moldus ou némoldus ou en mentant sur leurs origines. Ils tentent ensuite d'imposer leur hypocrisie aux autres en nous demandant d'interdire des œuvres qui traitent de vérités qu'eux-mêmes cherchent à nier. Il n'existe pas de sorcière ou de sorcier dont le sang n'ait pas été mélangé avec celui de Moldu, et je considère donc comme à la fois illogique et immoral de retirer du domaine de connaissance de nos élèves des livres qui abordent ce sujet.
Cet échange a marqué le début de la longue campagne que Monsieur Malfoy a menée pour me destituer de mon poste de directeur de Poudlard et de celle que j'ai moi-même entreprise pour mettre un terme à sa position de mange-mort favori de Lord Voldemort. Du coup voilà, pour la fontaine de la bonne fortune, ce qu'il en est avec les commentaires de Monsieur Dumbledore. Vous en avez pensé quoi? C'est là qu'on parle à la première. C'est un style totalement différent pour le coup, parce qu'il n'y a presque pas de magie. Excusez-moi, je mangeais un petit bout, et du coup je voulais pas polluer vos oreilles. C'est propre en vrai, ben tant mieux, que ça plaise. Euh... Sacrée coïncidence. Et c'est vraiment une sacrée coïncidence que le mec qui soit raciste, ça soit Malfoy. Genre, c'est vraiment pas de peau. Je suis sûr il était plein de bonne volonté et pas du tout raciste. Et pas de peau raconté comme ça, on pourrait croire que c'est un gros connard, mais c'est vraiment pas fait exprès. Ça faisait plus conte classique, je trouve. Ouais, celui-là il fait beaucoup plus conte classique. Même si il est pas vraiment. Enfin, il y a un peu de magie dedans, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus classique sur le côté quand t'as des problèmes. Il n'y a pas de solution magique pour résoudre tes problèmes, c'est à toi de. Enfin, c'est à toi de faire en sorte de résoudre tes problèmes toi-même, quoi. Du coup, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est un conte beaucoup plus classique que ce qu'on peut. Enfin, que ce qu'on peut retrouver dans l'univers Harry Potter et dans son recueil de contes. C'était cool, mais les Malfoy, c'est des connards. Oui, toujours. Mais c'est bien au moins, genre, si tu cherches un mec qui soit un gros connard, tu tapes Malfoy, puis voilà, ça résout le problème. Hop, 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 est-ce qu'il reste combien de temps de musique? Parfait, 20 minutes, super. En relire une avant de devoir... Ouais, il y a trop de... Waouh, 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 j'ai trop de notifications. Avant de devoir changer de musique. Du coup, on va pouvoir passer sur le troisième conte, qui est donc Le sorcier au cœur velu. D'ailleurs, si vous voulez, la Chips Ninja elle va te faire twitcher, on peut faire un jeu. À votre avis, sur quoi ça va porter comme thème, comme type d'histoire, le sorcier au cœur velu? Have a guess. C'est pas le guess le plus dur que je vais vous demander, hein, mais à votre avis, de quoi ça peut pouvoir parler? Une nouvelle avec un thème annoncé pareil, le sorcier au cœur velu. En plus, waouh, petite tête de mort, genre waouh. La radinerie. Non, ça aurait pu, c'est vrai. Ça aurait pu, mais non. Souris, ce n'est point ça. Hop. Et du coup, je vais te donner la réponse, parce que je vais pas te faire attendre 40 ans quand même. Petit indice avec ceci, si tu arrives à voir l'illustration, alors attends, hop, dans l'autre sens. Il était une fois un jeune sorcier beau, riche et talentueux. Un sorcier de la Startup Nation, évidemment. Qui avait remarqué que ses amis devenaient sots lorsqu'ils tombaient amoureux, frôlatrant et se pomponnant, perdant l'appétit et leur dignité. Le jeune sorcier décida qu'il ne serait jamais à la proie d'une telle faiblesse, et il eut recours à la magie noire pour assurer son immunité. Ignorant son secret, la famille du sorcier riait de le voir si froid et distant. Tout changera, prophétisait-il, lorsqu'une jeune fille lui tournera la tête. Self-made wizard. Make wizard great again. Mais la tête du jeune sorcier ne lui tournait pas, bien que de nombreuses jeunes filles, intriguées par ses airs hautains, eussent employé leurs arts les plus subtils à essayer de lui plaire. Aucune ne parvenait jamais à toucher son cœur.
Le sorcier tirait sa gloire de son indifférence et de la sagacité qu'il avait suscitée. Lorsque la première fraîcheur de la jeunesse déclina, les amis du sorcier commencèrent à se marier et à engendrer des enfants. Leur cœur ne doit plus être qu'une coquille ratatinée par les exigences de cette progéniture vagissante, ricanait-il intérieurement en observant les jeunes parents qui batifolaient tout autour de lui. Et une fois de plus, il se félicitait de la grande sagesse qui l'avait amené à faire ce choix très tôt dans sa vie. Le temps vint où les parents du jeune sorcier, qui étaient âgés, moururent. Leur fils ne les pleura pas. Au contraire, il considéra leur décès comme une bénédiction. À présent, il régnait seul sur leur château. Ayant transporté son trésor le plus cher dans le plus profond des cachots, il s'adonna à une vie de bien-être et d'abondance, son confort devenant le but unique de ses nombreux serviteurs. Sympa, Samder, oui, sympa le fils, tu meurs, il est en mode bah sympa, j'ai plus de thunes. Un gros connard, dis donc. Serait-ce un descendant Malfoy? Non, je rigole, c'est pas ça. C'est pas un Malfoy. Le sorcier était convaincu qu'il devait inspirer une immense envie à tous ceux qui contemplaient sa superbe et paisible solitude. Sa colère et son dépit n'en furent donc que plus violents lorsqu'il entendit un jour deux de ses valets parler de leur maître. Le premier serviteur exprimait sa pitié pour le sorcier qui, malgré toute sa richesse et tout son pouvoir, n'avait personne pour le chérir. Mais son compagnon eut un rire moqueur et il lui demanda pourquoi un homme qui possédait autant d'or et un château semblable à un palais n'avait pas été capable d'attirer une épouse. Leurs paroles furent autant de coups terribles portés à l'orgueil du sorcier. Il résolut aussitôt de prendre femme. C'est très bizarre comme ça, prendre femme. Homme prend femme. Ah, c'est tellement beau cette phrase dit comme ça. Il résolut aussitôt de prendre femme et d'en trouver une qui serait supérieure à toutes les autres. Elle devrait être d'une beauté renversante et susciter désir et envie chez tout homme qui la verrait. Elle serait d'une lignée de sorciers pour que leurs enfants héritent de donjons. Pardon. Je vais boire du thé et j'ai recommencé cette phrase. Hop. Elle devrait être d'une beauté renversante et susciter désir et envie chez tout homme qui la verrait. Elle serait d'une lignée de sorciers pour que leurs enfants héritent de dons magiques exceptionnels. Elle posséderait une fortune au moins équivalente à la sienne, afin que la confortable existence du sorcier soit assurée, en dépit de l'agrandissement de sa maisonnée. Le sorcier aurait pu mettre 50 ans à trouver une telle femme, mais il arriva qu'au lendemain même du jour où il avait décidé de la chercher, une jeune fille répondant à tous ses souhaits vint rendre visite à sa famille qui habitait le voisinage. C'était une sorcière aux dons prodigieux, et elle possédait également beaucoup d'or. Sa beauté était telle qu'elle saisissait le cœur de tous les hommes qui posaient les yeux sur elle. Tous, sauf un. Le cœur du sorcier ne ressentait rien du tout. Néanmoins, elle était la perle rare qu'il cherchait, et il commença donc à lui faire sa cour. Tous ceux qui remarquèrent ce changement dans les manières du sorcier en furent stupéfaits et dirent à la jeune fille qu'elle avait réussi là où une centaine d'autres avaient échoué. Moins de 4 violeurs instants à cause des Malfoy. Toujours à cause des Malfoy. J'ai oublié de vous montrer les illustrations. Excusez-moi. Du coup, nous avons ici le jeune Fanfreluet qui est sur son château, qui domine les gens parce qu'il est content. Hop. Ensuite, bon là c'est le mec qui est en train de espionner ses valets, donc c'est pas très intéressant. Et je vais même vous spoiler la suite, puisque pour voir un banquet par la suite qui va arriver dans l'histoire. La jeune fille, elle-même, était à la fois fascinée et rebutée par les intentions du sorcier. Elle sentait la froideur qui existait derrière ces chaleureuses flatteries, et elle n'avait jamais rencontré d'homme si étrange et si distant. Sa famille, cependant, estimait qu'ils étaient très bien assortis, et, impatients de favoriser cette union, ils acceptèrent l'invitation du sorcier à un grand festin en l'honneur de la jeune fille. La table, chargée d'une vaisselle d'or et d'argent, offrait les vins les plus fins et les mets les plus somptueux. Des ménestrels s'accompagnant de leur lutte aux cordes de soie chantaient un amour que leur maître n'avait jamais ressenti. La jeune fille était assise sur un trône, aux côtés du sorcier, qui lui susurrait des mots tendres volés au poète sans avoir la moindre idée de leur véritable signification. La jeune fille écoutait perplexe, et elle finit par lui répondre. « Vous parlez bien, sorcier.
et je serais enchanté de toutes vos attentions si seulement je pensais que vous aviez un cœur. Le sorcier sourit et lui assura qu'elle n'avait pas de crainte à avoir en la matière. La priant de le suivre, il l'emmena à l'écart du festin et la fit descendre dans le cachot soigneusement verrouillé où il conservait son plus grand trésor. Là, dans une châsse de cristal ensorcelé, reposait le cœur palpitant du sorcier. Depuis longtemps privé de tout contact avec des yeux, des oreilles ou des doigts, il n'avait jamais été sous le charme de la beauté, de la musique d'une voix, de la douceur d'une peau soyeuse. En le voyant, la jeune fille fut terrifiée, car le cœur était tout ratatiné et recouvert de longs poils noirs. Oh, qu'avez-vous fait se lamenta-t-elle. Remettez-la où d'être, je vous en implore. Comprenant que c'était indispensable pour lui plaire, le sorcier tira sa baguette, déverrouilla le chat. Excusez-moi. Le sorcier tira sa baguette, déverrouilla la châsse, se trancha sa poitrine pour l'ouvrir et remit le cœur velu dans la cavité béante qu'il avait autrefois occupée. Vous êtes guéri à présent, et vous connaîtrez le véritable amour, s'écria la jeune fille. Puis, elle l'étreignit. Voilà, son cœur, du coup, on voyait au début. La douceur de ses bras blancs, la légèreté de son souffle dans son oreille, le parfum de sa lourde chevelure d'or, tout cela transperça comme des lances le cœur nouvellement éveillé. Mais il était devenu étrange au cœur de son long exil, aveugle et sauvage dans l'obscurité à laquelle il avait été condamné, et il avait développé des appétits puissants et pervers. Les invités du festin avaient remarqué l'absence de leur hôte et de la jeune fille. Au début, ils ne n'en s'étaient pas inquiétés, mais à mesure que les heures passaient, ils avaient fini par s'alarmer et avaient entrepris de fouiller le château. Lorsqu'ils découvrirent enfin le cachot, un spectacle effroyable les attendait. La jeune fille était étendue morte sur le sol, la poitrine ouverte d'un coup de couteau, et à côté d'elle, le sorcier fou était accroupi, tenant dans sa main sanglante un grand cœur écarlate, lisse et brillant, qu'il léchait et caressait, s'étant juré de l'échanger contre le sien. Dans son autre main, il tenait sa baguette magique, essayant d'inciter le cœur velu et desséché à sortir de sa propre poitrine. Mais le cœur velu était plus fort que lui, et refusait d'abandonner l'emprise qu'il avait à présent sur ses sens, ou de retrouver le cercueil dans lequel il avait été si longtemps enfermé. Devant les yeux horrifiés de ses invités, le sorcier jeta alors sa baguette et saisit un poignard d'argent. Faisant vœu de ne jamais se laisser dominer par son cœur, il l'arracha de sa poitrine à coups de couteau. Pendant un instant, le sorcier, triomphant, resta à genoux, un cœur dans chaque main. Puis, il s'affaissa, en travers du corps de la jeune fille, et mourut. Du coup, la scène finale. Hop. Bah voilà, homme prend femme. Les commentaires d'Albus Dumbledore sur le sorcier au cœur velu. Comme nous l'avons déjà vu, les deux premiers contes de Biddle ont suscité des critiques en raison de leur thème, la générosité, la tolérance et l'amour. Le sorcier au cœur velu, en revanche, ne sembla pas avoir été modifié ou très critiqué au cours des siècles qui se sont écoulés depuis qu'il a été écrit. L'histoire telle que j'ai pu la lire dans les runes originelles était presque exactement celle que m'avait été racontée par ma mère. Cela étant dit, le sorcier au cœur velu est de loin le plus horrible des contes proposés par Biddle, et de nombreux parents s'abstinrent de le raconter à leurs enfants avant que ceux-ci aient atteint un âge qu'ils estimaient suffisant pour pouvoir l'entendre sans faire de cauchemars. Pourquoi, alors, ce conte macabre a-t-il survécu si longtemps? Est-ce que, attendez, je pense que c'est la fin de la musique pour vous. Non, ça va. Pourquoi alors ce conte macabre a-t-il survécu si longtemps? J'avancerai l'hypothèse que le sorcier au cœur velu est resté intact à travers les siècles parce qu'il parle de sombres profondeurs que nous avons tous en nous. Il traite de l'une des tentations les plus puissantes et les moins avouées de la magie, la quête de l'invulnérabilité. Bien sûr, une telle quête n'est rien d'autre qu'un fantasme insensé. Aucun homme, aucune femme, encore vivant, doué ou non de pouvoirs magiques, n'a jamais échappé à une forme ou une autre de blessure physique, morale ou émotionnelle. Pour un humain, avoir mal, c'est comme respirer,
Néanmoins, nous autres mages semblons particulièrement portés sur cette idée que nous pourrions soumettre la nature même de l'existence à notre volonté. Le jeune sorcier de cette histoire, par exemple, décide que tomber amoureux aurait un effet négatif sur son confort et sur sa sécurité. Il voit l'amour comme une humiliation, une faiblesse, une perte de ressources matérielles ou émotionnelles. Bien entendu, l'éternel commerce des filtres d'amour montre que notre sorcier de fiction est loin d'être le seul à chercher à contrôler le caractère imprévisible de l'amour. La quête d'un véritable filtre d'amour se poursuit encore aujourd'hui, mais aucun élixir de cette nature n'a encore vu le jour, et les fabricants de potions les plus éminents doutent que cela soit possible. Le héros de cette histoire, cependant, n'est même pas intéressé par un simulacre d'amour qu'il pourrait créer ou détruire à volonté. Il veut rester à jamais protégé de ce qu'il considère comme une sorte de maladie, et accomplit pour cela un acte magique, un acte de magie noire, impossible à réaliser en dehors d'un recueil de contes. Il enferme sous clé son propre cœur. La similitude de cette action avec la création d'un Horcrux a été relevée par de nombreux auteurs. Bien que le héros de Beedle ne cherche pas à éviter la mort, il a séparé ce qui manifestement n'était pas censé l'être, le corps et le cœur, au lieu du corps et de l'âme. Et, en agissant ainsi, il a violé la première des lois fondamentales de la magie d'Adalbert Lassornette. Ne touche au plus profond mystère, la source de la vie, l'essence de soi, que si tu es préparé à en subir les conséquences les plus extrêmes et les plus redoutables. Et en effet, en cherchant à devenir surhumain, ce jeune homme téméraire se rend inhumain. Le cœur qu'il enferme à l'écart se dessèche et se couvre de poils, symbolisant sa propre descente dans la bestialité. Il est finalement réduit à devenir un animal violent, qui prend ce qu'il veut par la force, et il meurt dans une tentative futile de reprendre ce qui est maintenant hors de sa portée, un cœur humain. Bien qu'un peu datée, l'expression « avoir le cœur velu » est passée dans le langage courant du monde de la magie pour décrire une sorcière ou un sorcier qui fait preuve de froideur ou d'insensibilité. Honoria, ma tante restée demoiselle, prétendait toujours avoir rompu ses fiançailles avec un sorcier du service des usages abusifs de la magie, car elle s'était aperçue à temps qu'il avait un cœur velu. En réalité, d'après la rumeur, elle l'avait découvert en train de caresser un Horglup, ce qu'elle avait trouvé profondément choquant. Plus récemment, un livre pratique intitulé Le cœur velu, comment s'y prendre avec les sorciers qui refusent de s'engager est arrivé en tête de la liste des best-sellers. Du coup, voilà la fin de la troisième nouvelle avec le sorcier au cœur velu, qui du coup là un peu plus, non seulement un peu plus magique, mais aussi un peu plus sombre, mais enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je le trouve intéressant aussi, pour le côté justement euh, de la morale en fait qu'il y a dedans, que je trouve beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait c'est pas juste, enfin, comment dire, ouais, plus sombre, ouais c'est ça, un peu plus sombre, parce que, enfin moi je l'aime bien parce qu'il y a le côté justement euh, que les sentiments c'est quelque chose de normal, déjà, et donc enfin aussi le côté il faut pas avoir honte d'avoir des sentiments pour des personnes ou d'avoir des sentiments tout court. Et il y avait aussi le, le côté bon, ne touchez pas aux choses fondamentales de la magie, mais qu'il y a des choses, voilà, t'as beau faire n'importe quoi, tu pourras jamais y échapper. Et du coup, moi je l'aimais bien. J'étais pas assez concentré sur celle-là. Bravo, super. Bon, en résumé, c'est un sorcier enfin, qui voyait dans sa jeunesse que ses amis, ils étaient un peu idiots avec les découvertes de l'amour, et lui, il voulait pas être comme ça. Du coup, il a enfermé son cœur enfin, dans une boîte qu'il a mis au grenier, enfin au sous-sol, mais c'est pareil. Enfin non, c'est pas pareil, mais qu'il a mis au sous-sol. Et en fait, un jour, on se moquait de lui parce qu'on disait putain, mais il a tout, mais pas de femme, donc c'est ça que ça doit cacher quelque chose. Et par pur orgueil, il a voulu trouver une femme, sauf que la femme, elle était, mais euh, en fait, genre, j'ai l'impression que tu m'aimes pas, que c'est pas sérieux, enfin que c'est pas honnête. Il lui a montré son cœur et genre, elle lui a dit remets le cœur, il l'a remis et quand on lui a fait un câlin, c'est devenu une bête et il a buté ce qui était sa fiancée. Bon, voilà, une fin un peu triste.
Si tu fuis tes sentiments, tu te déshumanises. Ouais, c'est ça. C'est au final. Enfin, ouais, c'est normal d'avoir des sentiments et sans parler de politique, hein. C'est juste c'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais par exemple, on aime bien faire des analyses des discours des personnes politiques en mode regardez, il a la main qui tremble, il y a de l'émotion dans la voix, etc. Et un truc qui est beaucoup reproché à notre président actuel, mais genre c'est pas du tout une critique de sa politique, hein, c'est genre une critique de ce qu'il dégage, ce qui est émané par les gens. C'est le côté il dégagerait en fait, il a aucune émotion et c'est un peu perturbant. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu fuis tes sentiments, tu te déshumanises. Avoir des sentiments, avoir de la peur, de l'appréhension, euh, de l'amour, de la haine, de la tristesse, c'est des sentiments qu'on n'est pas forcément toujours heureux d'avoir, mais qui font nous des êtres humains, et donc du coup qu'il faut pas essayer de les fuir, enfin que c'est normal de les ressentir. Je pense qu'il le fait exprès d'être très très... Oh oui, je le pense aussi, enfin j'espère que dans sa vie... Enfin, oui, dans sa vie privée, il est pas comme ça, genre... euh, sinon, toi, il aurait pas séduit sa prof de français. Mais ouais, bon, quand tu compares la compagne, parce que c'est notre projet, oui, c'est ça. Enfin, il le fait exprès, tu vois, parce qu'il sait qu'on est beaucoup, qu'il est beaucoup regardé, qu'on va analyser le moindre de ses faits et gestes, et du coup, il a genre des gens qui le coachent et qui lui apprennent à pas faire d'erreur de ça. Mais justement, le fait de pas faire d'erreur, d'être trop parfait là-dessus, qu'il a jamais un brin d'émotion dans la voix, jamais euh, un bout de bouche qui bouge un peu nerveusement ou l'œil qui fait clac clac ou la main qui tremble, et bah du coup genre t'as l'impression qu'il est pas humain, genre en mode bonjour, je vais vous faire un discours. Bref, trêve de plaisanterie. J'ai faim, alors du coup je vais manger un bout de galette. Yeah. Hmm. Oui, Zuckerberg aussi, mais de façon globale, genre ceux qui sont médiatisés et qui dégagent aucune émotion, c'est vraiment genre perturbant, tu vois. Le robot, c'est ça, le robot, genre t'es en mode mec, t'as aucune émotion, genre comment ça se passe, tu vois. Enfin, genre on a tous des émotions, tu vois. Genre tu les exprimes à des degrés différents et tu les exprimes de façon différente. Mais au final, ouais, on a tous des émotions parce qu'on est humain et c'est la base d'être humain d'avoir des émotions. Hop, excusez-moi. Je l'avais repris en mode manga parce que je suis un peu un boulet. Est-ce que ça vous dérange? Parce qu'en fait, la playlist que j'avais trouvée, on arrive, il nous reste 3 minutes. Est-ce que ça vous dérange si je la remets au début et qu'on a re la même musique? Enfin, j'en sais, c'était une playlist. Les images, c'est pour ça. C'est ça, c'est pour les gens qui sont un peu trop débiles pour savoir le sens d'un livre. Est-ce que ça vous va si je remets la musique depuis le début? Enfin, genre la playlist d'une heure depuis le début. Genre, je pense pas que vous avez retenu les musiques. Parce que là, on va arriver à la fin et du coup, ça va couper en plein milieu. Aucun souci. Bah, parfait. Gardez attention. Parfait. Du coup, quatrième. Non, elle est super cool. Eh bien, parfait, Asnalia. Euh, Quatrième et avant-dernier compte. Euh, Bonjour à... Oui, tout le monde dit bonjour. Tout le monde lui dit bonjour. Du coup, on va lire le quatrième et dernier conte, qui est... non, quatrième et dernier, qu'est-ce que je dis? Je me suis perturbé tout seul. Quatrième et avant-dernier conte, qui est Babiti Lapina et la souche qui gloussait. Alors, euh, j'offre tout mon respect à la personne qui arrive à trouver de quoi on va parler là. Parce que, autant avec le titre avant, c'était un peu compliqué, mais c'était faisable. Mais là, franchement, c'est impossible de trouver avec Babiti Lapina et la souche qui gloussait. euh, la souche qui gloussait, de quoi on va parler, quoi. Genre, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir. Enfin, je leur dis, mais n'hésitez pas. Enfin, non, je l'ai jamais dit, mais du coup, je le dis. N'hésitez pas, les gens qui arrivent à follow la chaîne Twitch, si jamais vous ne la followez pas, comme ça vous serez notifié quand je le fais en live. Enfin, c'est chaque dimanche 17h, et à chaque fois, la prochaine fois que je ferai un live, vous recevrez une notification, soit par mail, soit
par mail qui vous dira que je suis en live et du coup vous serez notifié. Et en plus vous activez la super truc que je me suis fait chier à paramétrer qui me fait beaucoup rire. Du coup franchement ça vaut le coup d'appuyer sur le bouton. Yes! Levion 100. Merci beaucoup du coup Asnella pour le follow. Merci beaucoup. On a 10 followers, oui! 10 followers de stream, excellent. Plus 3 followers dans ce stream, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Le Soul Pleureur, non, pas du tout. en vrai, tu vas voir, je vais la lire et tu vas être en mode ok, très bien. Enfin, le compte est bien, tu vois. Soon les 1 million. Bah oui, je pense demain je les ai, tu vois. Sans me vanter. Non, le compte est bien, mais franchement, avec le titre, c'est impossible de trouver de quoi ça va parler, quoi. C'est quoi déjà l'emote que tu as? J'ai la chef pledge. Excuse-nous, monsieur Goodluck FN. Oh, un petit lapin pour commencer, c'est mignon. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi stupide qui avait décidé qu'il devait être le seul à disposer de pouvoirs magiques. Il ordonna donc au chef de son armée de former une brigade de chasseurs de sorcières à qui il fournit une meute de chiens noirs et féroces. En même temps, ils firent un avis dans chaque ville et village du royaume. Le roi recherche un professeur de magie. Aucun sorcier, aucune sorcière véritable n'osèrent se porter volontaires à ce poste, car tous se cachaient pour échapper à la brigade des chasseurs de sorcières. Cependant, un rusé charlatan, qui n'avait pas le moindre don en matière de magie, vit là une chance de s'enrichir et arriva au palais en prétendant être un sorcier d'un immense talent. Le charlatan exécuta quelques tours très simples qui convainquèrent le roi stupide qu'il possédait des pouvoirs magiques, et il fut immédiatement nommé grand mage en chef, maître de magie personnel du roi. Le charlatan demanda au monarque de lui donner un grand sac d'or afin qu'il puisse acheter des baguettes magiques et d'autres objets nécessaires à la pratique de son art. Il exigea également plusieurs gros rubis qui devaient servir à des sortilèges de guérison et 1 ou 2 coupes d'argent pour y conserver et y faire infuser des potions. Le roi stupide lui fournit tout cela. Le charlatan mit son trésor en sûreté dans sa propre maison et retourna dans le parc du palais. Il ne savait pas qu'il était observé par une vieille femme qui habitait une masure en bordure du parc. Elle s'appelait Babiti, et c'était la blanchisseuse chargée d'entretenir la douceur, la blancheur et le délicat parfum de tout le linge du palais. L'épiant à l'abri des draps qui séchaient, Babiti vit le charlatan arracher 2 petites branches de l'un des arbres du roi, puis disparaître à l'intérieur du palais. Excusez-moi. Le charlatan donna une des branches au roi et lui assura qu'il s'agissait d'une baguette magique dotée d'un formidable pouvoir. Mais elle ne fonctionnera, ajouta le charlatan, que lorsque vous serez digne d'elle. Chaque matin, le charlatan et le roi, stupides, sortaient dans le parc du palais où ils brandissaient leurs baguettes et criaient des inepties en direction du ciel. Le charlatan veillait à exécuter d'autres tours afin que le roi continue de croire à son talent de grand mage et au pouvoir des baguettes qui avaient coûté tant d'or. Un matin, alors que le charlatan et le roi faisaient tournoyer leurs baguettes et sautaient en rond en scandant des rimes dépourvues de sens, un gloussement de rire parvint aux oreilles du roi. À la fenêtre de sa minuscule chaumière, Babiti la blanchisseuse observait le monarque et le charlatan en riant si fort qu'elle disparut bientôt de leur vue, car elle n'avait plus la force de rester debout. Du coup, je vais vous montrer, on a un petit dessin du roi ici, et là, c'est notre charlatan. Je dois singulièrement manquer de dignité pour faire tant rire la vieille blanchisseuse, dit le roi. Il cessa de sauter en rond et de faire tournoyer sa baguette, puis fronça les sourcils. Je suis là de m'entraîner. Quand serai-je prêt à jeter des véritables sortilèges devant mes sujets mages? Le charlatan s'efforça d'apaiser son élève, lui affirmant qu'il serait bientôt capable de réaliser de stupéfiants prodiges. Mais le rire de Babiti avait vexé le roi stupide plus que ne pouvait s'en douter le charlatan. Demain, dit le monarque, nous inviterons notre cour à voir le roi faire une démonstration de magie. Le charlatan comprit qu'il était temps d'aller chercher son trésor et de prendre la fuite.
Hélas, votre majesté, c'est impossible. J'avais oublié de dire à votre majesté que demain, je dois partir pour un long voyage. Si tu quittes ce palais sans ma permission, mage, ma brigade de chasseurs de sorcières te traquera avec ses chiens. Demain matin, tu m'aideras à montrer mes pouvoirs magiques devant les dames et les seigneurs de ma cour, et si quelqu'un se moque de moi, je te ferai trancher la tête. Le roi rentra à grands pas dans son palais, laissant le charlatan seul et apeuré. Toute sa ruse ne suffirait pas à le sauver, désormais, car il ne pouvait ni s'enfuir, ni aider le roi avec des pouvoirs magiques dont tous deux étaient dépourvus. Cherchant un exutoire à sa peur et à sa colère, le charlatan s'approcha de la fenêtre de Babiti la blanchisseuse. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit la petite vieille occupée à polir une baguette magique. Derrière elle, dans un coin, les draps du roi se lavaient tout seuls, dans un baquet en bois. Le charlatan comprit aussitôt que Babiti était une véritable sorcière, et puisque c'était elle qui l'avait mis dans cette terrible situation, elle pouvait également l'en sortir. Vieille toupie, rugit le charlatan, ton éclat de rire m'a coûté cher. Si tu ne m'aides pas, quand on sait bien lire, je te dénoncerai comme sorcière, et c'est toi qui seras déchiquetée par les chiens du roi. La vieille Babiti sourit au charlatan, et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Le charlatan lui ordonna alors de se cacher dans un fourré, pendant que le roi se livrerait à sa démonstration de magie, et de jeter les sortilèges à sa place, à son insu. Babiti accepta, mais elle posa une question. Et si le roi essaye de lancer un sort que Babiti ne peut exécuter? Pas bête la guêpe. Le charlatan eut un rire moqueur. Ta magie dépasse de très loin l'imagination de cet imbécile, affirma-t-il. Et il se retira du château, très satisfait de sa propre ingéniosité. Voilà à quoi ressemble Babiti. Le lendemain matin, toutes les dames et tous les seigneurs du royaume se rassemblèrent dans le parc du palais. Le roi monta sur une estrade dressée devant eux, le charlatan à ses côtés. Je vais commencer par faire disparaître le chapeau de cette dame, annonça le monarque en pointant sa petite branche d'arbre sur une femme de la noblesse. Caché à proximité, au creux d'un fourré, Babiti pointa sa baguette sur le chapeau et le fit disparaître. Grands furent l'étonnement et l'admiration de la foule, et bruyants les applaudissements qui saluèrent le monarque, ravi. Maintenant, je vais faire voler ce cheval, s'écria le roi en dirigeant sa branche d'arbre sur son propre destrier. Dans le fourré, Babiti pointa sa baguette sur le cheval qui se leva haut dans les airs. La foule, plus enthousiaste et plus éblouie que jamais, exprima par une grande clameur son appréciation des talents magiques de son roi. Et maintenant, reprit le monarque en regardant alentour à la recherche d'une idée. Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières courut alors vers lui. C'est là que ça devient la merde. Du coup, voilà le monarque. Alors, putain, voilà. Voilà le monarque qui fait voler le cheval, avec Babiti qui l'aide. Votre Majesté, dit-il, Sabre est mort ce matin, après avoir mangé un champignon vénéneux. Ramenez-le à la vie, Majesté, grâce à votre baguette. Et le capitaine hissa sur l'estrade le corps sans vie du plus grand des chiens de chasse, aux sorcières. Le roi stupide brandit sa petite branche et la pointa sur le chien mort. Mais dans le fourré, Babiti sourit et ne se donna même pas la peine de lever sa baguette, car aucune magie ne peut ramener les morts à la vie. Voyant que le chien ne bougeait pas, la foule se mit d'abord à murmurer, puis à rire. On soupçonne que les deux premiers exploits du roi n'étaient finalement que de simples tours d'illusionniste. Pourquoi cela ne marche-t-il pas s'écria le roi en se tournant vers le charlatan. Celui-ci songea qu'il ne restait plus qu'une seule ruse possible. Là, votre majesté, là s'exclama-t-il en montrant du doigt le fourré dans lequel Babiti s'était caché. Je la vois clairement, une mauvaise sorcière qui lance ses propres sortilèges maléfiques pour empêcher votre magie d'opérer. Qu'on l'arrête, que quelqu'un se saisisse d'elle. Babiti s'enfuit aussitôt du fourré et la brigade des chasseurs et de sorcières se lança à sa poursuite, lâchant ses chiens qui se mirent à aboyer, avides du sang de leur proie. Et du coup, voici la scène de poursuite.
Mais alors qu'elle atteignait une haie basse, la petite sorcière disparut, et quand le roi, le charlatan et tous les courtisans passèrent de l'autre côté, ils virent la meute de chiens de chasse aux sorcières aboyer en grattant la terre autour d'un arbre courbé par l'âge. Elle s'est changée en arbre, s'écria le charlatan, et de peur que Babiti reprenne sa forme humaine et le dénonce, il ajouta: Faites-la abattre, votre majesté, c'est la seule façon de traiter les sorcières maléfiques. Une hache fut aussitôt apportée, et l'on abattit l'arbre sous les acclamations des courtisans et du charlatan. Cependant, tandis qu'il s'apprêta à retourner au palais, un gloussement de rire sonore l'y figea sur place. Imbécile s'écria derrière eux la voix de Babiti qui s'élevait de la souche de l'arbre abattu. Il est impossible de tuer un sorcier ou une sorcière en les coupant en deux. Si vous ne me croyez pas, prenez la hache et essayez donc de couper le grand mage en deux. Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières était impatient de faire l'expérience, mais alors qu'il levait la hache, le charlatan tomba à genoux, criant grâce et confessant son infamie. Tandis qu'on le traînait vers les cachots, la souche de l'arbre se mit alors à glousser plus bruyamment que jamais. En coupant une sorcière en deux, vous avez déclenché un épouvantable maléfice sur votre royaume, dit-elle au roi, pétrifié. Désormais, chaque fois que vous ferez du mal à l'un de mes semblables, sorcières ou sorciers, vous sentirez comme un coup de hache dans votre propre flanc, et la douleur sera telle que vous souhaiterez en mourir. Le roi, à son tour, tomba alors à genoux et déclara à la souche qu'il allait immédiatement rédiger une proclamation par laquelle tous les sorciers et sorcières du royaume seraient protégés et autorisés à pratiquer leur magie en paix. Très bien, répondit la souche, mais vous n'avez pas réparé vos torts envers Babiti. Tout, je ferai tout ce que vous voudrez, s'écria le roi stupide en se tordant les mains devant la souche. Vous élèverez sur moi une statue de Babiti, en souvenir de votre pauvre blanchisseuse, et pour vous rappeler à jamais votre propre stupidité, dit la souche. Le roi accepta aussitôt et promit d'engager le plus éminent sculpteur du pays pour qu'il fasse une statue en or pur. Puis le roi, honteux, et tout noble seigneur et dame de la cour retournèrent au palais, laissant la souche glousser de rire derrière eux. Lorsque le parc fut à nouveau désert, un vieux lapin robuste et moustachu, une baguette magique serrée entre les dents, sortit en se tortillant d'un trou entre les racines de la souche. Babiti traversa le parc à grands sauts et s'en alla très loin. À tout jamais se leva alors, sur la souche, une statue d'or représentant la blanchisseuse, et plus aucun sorcier, plus aucune sorcière, ne fut persécuté dans tout le royaume. Hop. Voilà, petite Babiti qui s'en va. Et les notes d'Albus Dumbledore. L'histoire de Babiti Lapina et la souche qui gloussait est de bien des manières la plus réaliste de tous les contes de Biddle, en ce sens que la magie qu'il y décrit est presque entièrement conforme aux lois magiques que nous connaissons. C'est à travers cette histoire que beaucoup d'entre nous découvrirent pour la première fois que la magie était impuissante à ramener les morts à la vie. Ce fut un grand choc et une grande déception, convaincus que nous étions, dans notre enfance, que nos parents avaient le pouvoir de réveiller nos rats ou nos chats morts d'un coup de baguette. Bien que 6 siècles se soient écoulés depuis que Biddle a écrit ce conte, et alors que nous avons inventé d'innombrables moyens d'entretenir l'illusion d'une présence continue, comme avec le miroir du Rézed et les tableaux, de nos êtres chers, les sorciers n'ont toujours pas trouvé une manière de réunir le corps et l'âme après la mort. Ainsi que l'éminent philosophe de la sorcellerie, Bertrand des Pensées profondes, l'a écrit dans sa très estimée étude sur la possibilité d'inverser les effets réels et métaphysiques de la mort naturelle concernant en particulier la réintégration de l'essence et de la matière. Laissez tomber, on n'y arrivera jamais. Le conte de Babiti Lapina nous offre cependant l'une des premières évocations littéraires d'un animagus, donc les sorciers qui peuvent se transformer à volonté en animaux. Babiti la blanchisseuse est douée en effet de cette rare faculté magique qui consiste à pouvoir se transformer à volonté en un animal. Les animagi ne représentent qu'une petite partie de la population des sorciers. Réussir une transformation parfaite et spontanée d'un homme en animal demande beaucoup d'études et d'entraînement, et nombre de sorciers ou de sorcières considèrent que leur temps serait mieux employé à d'autres matières. Il est certain que les applications pratiques d'un tel talent sont très limitées, à moins qu'on ait grand besoin de se déguiser, ou de se cacher. C'est pour cette raison que le ministère de la magie a tenu à ce qu'on établisse un registre des animagi, car il ne fait aucun doute que ce genre de magie est fort utile à ceux qui sont impliqués dans des activités secrètes, clandestines ou même illicites, comme Rita Skeeter.
Qu'il ait jamais existé une blanchisseuse capable de se transformer en lapin reste un sujet ouvert à la discussion. Cependant, certains historiens de la magie ont émis l'hypothèse selon laquelle Biddle avait pris pour modèle de Babity la célèbre sorcière française Lisette de Lapin, qui fut convaincue de sorcellerie à Paris en 1422. À la stupéfaction de ses gardes moldus, accusés par la suite d'avoir aidé la sorcière à s'échapper, Lisette disparut de sa prison dans la nuit, la veille du jour prévu pour son exécution. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que Lisette était un animagus ayant réussi de cette façon à se glisser entre les barreaux de sa cellule, un grand lapin blanc fut aperçu peu après, alors qu'il traversait la Manche dans un chaudron équipé d'une voile. Un lapin semblable devint plus tard un conseiller très écouté à la cour du roi Henri VI. Dans l'histoire de Biddle, le roi est un stupide moldu qui aspire à la magie tout en la redoutant. Il croit qu'il peut devenir sorcier simplement en apprenant des incantations et en brandissant une baguette magique. Il est complètement ignorant de la nature véritable de la magie et des sorciers et avale donc facilement les ridicules suggestions à la fois du charlatan et de Babity. Voilà qui est typique d'un certain type de pensée moldue. Dans leur ignorance, ils sont prêts à accepter toutes sortes d'invraisemblances concernant la magie, y compris l'éventualité que Babity se soit transformé en un arbre qui puisse encore penser et parler. Il est cependant intéressant de noter que Biddle utilise le moyen de l'arbre qui parle pour nous montrer l'ignorance du roi moldu, alors que dans le même temps, il nous demande de croire que Babity peut toujours parler après s'être transformé en lapin. Ce pourrait être une licence poétique, mais je crois plus probable que Biddle ait simplement entendu parler des animagi sans en avoir jamais rencontré un, car c'est la seule liberté qu'ils prennent avec les lois de la magie dans cette histoire. Les animagi ne conservent pas la faculté humaine de parler lorsqu'ils adoptent une forme animale, bien qu'ils soient toujours capables de penser et de raisonner. Comme tout écolier le sait, c'est la différence fondamentale entre un animagus et se métamorphoser en animal. Dans ce dernier cas, on devient entièrement cet animal et par conséquent, on ne sait plus rien de la magie, on oublie qu'on a été sorcier, et il faut l'intervention de quelqu'un d'autre pour retrouver par une nouvelle métamorphose sa forme originale. Je crois possible que lorsqu'il fait prétendre à son origine qu'elle s'était transformée en arbre et qu'elle menace le roi de subir dans son propre flanc une douleur semblable à coups de hache, Biddle était inspiré par de véritables traditions et pratiques magiques. Les arbres dont le bois sert aux baguettes ont toujours été farouchement protégés par les fabricants de baguettes magiques qui en prennent soin. Couper de tels arbres pour les voler risque de provoquer non seulement la vengeance des beaux trucs, qui généralement une niche, mais également les effets maléfiques des sortilèges de protection dont ils ont été entourés par leurs propriétaires. À l'époque de Biddle, le sortilège Doloris n'avait pas encore été déclaré illégal par le ministère de la Magie. C'est pas de peau et aurait pu précisément provoquer la douleur dont Babity menace le roi. Du coup voilà pour l'avant-dernière nouvelle, Babity et je vais y arriver. Babity et la souche qui gloussait. Celui-ci était bien sympa. Ouais, je l'aime bien aussi, genre il est beaucoup plus tendu. Puis un peu ce côté genre marrant où tu te moques du mec qui est un peu débile. Et c'est toujours marrant de se moquer des gens. Non, je rigole, c'est pas bien. Mais en vrai, ouais, elle est assez sympa. Enfin, moi je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais elle est détente. Genre, quand tu viens de passer avec un mec qui arrache le cœur de sa meuf et que tu passes à ça, t'es un peu en mode bon, ça va, on gagne au change. Il est stupide le con. Oui, exactement. Un peu comme nous qui écoutons des histoires de magie en mode ça serait quand même bien que ça existe. Hop. Mais c'est vrai, il y a un côté un peu moqueur dedans. Euh, L'histoire, enfin. En fait, l'histoire, je la trouve cool, mais c'est pas ma préférée parce qu'au niveau du. Je vais dire du lore, mais du coup, du background de l'histoire Harry Potter et de l'univers Harry Potter, je trouve qu'on en apprend un peu moins. Et même si on n'apprend pas beaucoup pour les autres, je trouve au niveau de la morale, à part, c'est pas bien d'utiliser la stupidité des gens. Je trouve qu'il y a moins de morale intéressante que celle d'avant. Tu vois, par exemple, celle d'avant,
elle est très triste, on est d'accord, parce que le mec il arrache le cœur de sa femme et tout, mais il y a quand même le côté de ce que tu disais tout à l'heure, pour reprendre ta phrase, si tu fuis tes sentiments, tu te déshumanises. Et il y a c'est un peu la morale, tu vois, du conte d'avant, même si c'est un peu triste et un peu gore, mais il y a quand même ce côté moral, tandis que là, bah, c'est juste, bah, c'est marrant, les gens qui sont débiles, tu peux les utiliser parce qu'ils sont débiles, mais bon, c'est quand même pas bien de le faire, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu moins. Elle est cool, mais je la trouve un peu moins intéressante parce qu'elle apporte un peu moins. Mais ça reste quand même une nouvelle sympa. La dernière est mieux, mais je plus connu. Oui, je me suis spoil ce que c'était. En fait, non, parce que du coup, au début du live, j'ai dit que c'était le conte des trois frères. Du coup, genre, je l'avais déjà dit, t'inquiète pas. Mais oui, effectivement, on va lire le conte des trois frères qui eh, sont représentés sur mon t-shirt ici, la scène principale du conte des trois frères, et qui expliquait, enfin, qui est déjà narré par Hermione dans Harry Potter et les reliques de la mort quand elle explique le conte des reliques, enfin l'histoire des reliques de la mort. Euh, et voilà. Du coup après ce qui est plus intéressant c'est celle-là, enfin c'est un rappel, elle est quand même cool à écouter l'histoire, mais aussi les notes de Dumbledore dessus qui sont intéressantes. Les trois frères, j'aurais pas fait le rapprochement. Le rapprochement entre quoi et quoi? De quoi tu parles pour les trois frères, le rapprochement? Hi. Pourquoi parles-tu mon petit? Hop hop hop. En attendant ta réponse, je vais aller voir. Ah, entre le titre et l'histoire racontée dans Harry Potter. Oui, bah oui. Hop, hop. Bah en fait, genre, si t'es pas vraiment un gros fan de Harry Potter, tu fais pas forcément gaffe parce que l'histoire dans le film elle dure. Même si c'est important, tu retiens l'histoire, tu retiens pas forcément. Ah, ok, une chose que tu as l'histoire racontée dans Harry Potter. Oui, le côté avec Severus Rogue, etc. Harry Potter et le fait que ce sont les trois frères récents, c'est de ça que tu parles. Et du coup, si tu parles de ça, oui, moi aussi je l'aurais pas fait. Enfin, je l'ai pas fait de base en fait, le rapprochement, c'est en regardant des gens parler de ça et des théories, etc. que j'ai fait, ah ouais, c'est pas con. Et théorie d'ailleurs qui a été validée par J.K. Rowling. Bref, trêve de mondanité. Buvons. Je sais pas si vous voyez, il y a des résidus de thé et je viens de boire ça. C'est dégueulasse. Hop. Du coup, le conte des trois frères. Commençons plus la mort, la mort. Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les trois frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. C'était la mort, et elle leur parla. Elle était furieuse d'avoir été privée de trois victimes car, d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Et du coup, en illustration, c'est ce passage-là, où les trois frères qui sont sur le pont, qu'on retrouve aussi sur mon t-shirt. Ça, c'est le. En fait, dans le film, c'est cette illustration qu'il y a. Bref, petit aparté du coup. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur talent de magicien,
et leur annonça que chacun d'eux avait droit à une récompense pour s'être montré si habile à lui échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres, une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire dans tous les duels qu'il livrerait, une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des trois frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des trois, et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi, demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Puis, elle s'écarta et autorisa les trois frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre, et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Au bout d'un certain temps, les trois frères se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'une semaine et arrivant dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier avec lequel il avait une querelle. À présent, bien sûr, grâce à la baguette de Suro, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la plus puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne, une baguette qui le rendait invincible, affirmait-il. Cette même nuit, un autre sorcier approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit, abruti par le vin. Le voleur s'empara de la baguette et pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi la mort prit-elle le premier des trois frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui, où il vivait seul. Là, il sortit la pierre qui avait le pouvoir de ramener les morts, et la tourna 3 fois dans sa main. À son grand étonnement, et pour sa plus grande joie, la silhouette de la jeune fille qu'il avait un jour espéré épouser, avant qu'elle ne meure prématurément, apparut aussitôt devant ses yeux. Mais elle restait silencieuse et froide, séparée de lui comme par un voile. Bien qu'elle fût revenue parmi les vivants, elle n'appartenait pas à leur monde et souffrait de ce retour. Alors le deuxième frère, rendu fou par un désir sans espoir, finit par se tuer pour pouvoir enfin la rejoindre véritablement. Ainsi la mort prit-elle le deuxième des trois frères. Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des trois frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis, il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie et tels des égaux, ils quittèrent ensemble cette vie. Du coup, un conte un peu plus court. Je vais vous montrer les illustrations dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Vous avez montré le pont. Là, on a la mort qui offre la baguette et la pierre. La mort qui offre la cape. Et le premier sorcier qui se fait tuer. Le premier des trois frères, celui qui a la baguette de Suro. Là, on a le deuxième frère qui est avec sa bien-aimée, mais avec la pierre de résurrection. Et là, on a la mort qui accueille avec joie le dernier, les deux amis quand ils s'en vont, après que le dernier frère, le plus sage, celui qui a la cape d'invisibilité, ait donné la cape d'invisibilité à son fils. Bonsoir Balguin, comment vas-tu? Comment était ta journée? Est-ce que ça n'a pas été trop dur ce matin le taf? Tu es arrivé un peu à la fin, dommage, mais tu as quand même la lecture des commentaires d'Albus Dumbledore, ce qui est pas mal. Du coup, oui, voilà, je vais faire la lecture des commentaires d'Albus Dumbledore sur le compte des trois frères. Commentaires qui sont, je viens de me lever. Bon bah tant mieux, du coup, t'es en forme.
commentaires qui sont un peu plus longs que d'habitude, mais c'est parce que c'est quand même un conte principal, puisque c'est quand même à l'origine de toute l'histoire enfin genre de pas mal d'histoires dans Harry Potter. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le conte des trois frères. Lorsque j'étais un jeune garçon, cette histoire me fit une très profonde impression. Je l'entendis pour la première fois racontée par ma mère et ce fut bientôt le conte que je réclamais plus souvent que les autres à l'heure du coucher. Cela provoquait fréquemment des disputes avec Abelfort, mon frère cadet, dont le conte préféré était Grincheuse, la chèvre pouilleuse. La morale du conte des trois frères ne saurait être plus claire. Les efforts humains pour fuir ou vaincre la mort sont toujours condamnés à la désillusion. Le troisième frère de l'histoire, le plus humble et le plus sage, est le seul qui l'ait compris. Ayant un jour échappé de peu à la mort, le mieux qu'il pouvait espérer était de retarder le plus longtemps possible leur prochaine rencontre. Ce plus jeune frère sait que se moquer de la mort en se vouant à la violence, comme le premier frère, ou en essayant l'art obscur de la nécromancie, comme le deuxième, signifie se dresser contre un ennemi retors qui ne peut jamais perdre. L'ironie veut que se soit développée autour de cette histoire une curieuse légende qui en contredit précisément le message original. Cette légende prétend que les présents offerts par la mort aux trois frères, une baguette magique invincible, une pierre capable de ramener les morts et une cape d'invisibilité éternelle, sont d'authentiques objets qui existent dans le monde réel. La légende va plus loin. Si quelqu'un parvient à posséder légitimement ces trois objets, il ou elle deviendra le maître de la mort, c'est-à-dire invulnérable et même immortel d'après la signification qu'on donne habituellement à cette expression. On peut rire un peu tristement de ce que cela nous apprend de la nature humaine. L'interprétation la plus indulgente qu'on pourrait donner en serait « l'espoir jaillit éternel dans le cœur de l'homme ». En dépit des faits que selon Biddle, deux de ces trois objets sont hautement dangereux, en dépit du message très clair que la mort finit toujours par venir à nous, certains sorciers, une toute petite minorité, persistent à croire que Biddle leur a envoyé un message codé qui est exactement l'inverse de celui tracé dans l'encre et que seuls sont suffisamment intelligents pour le comprendre. Leur théorie, ou peut-être faudrait-il parler plutôt d'espoir désespéré, n'est guère soutenue par les faits. Les véritables capes d'invisibilité, quoique rares, existent dans notre monde. Cependant, le conte précise bien que la cape de la mort est d'une nature permanente qui reste unique. Au cours des siècles qui se sont écoulés entre l'époque de Biddle et la nôtre, personne n'a jamais prétendu avoir trouvé la cape de la mort. Les vrais convaincus donnent à ce fait l'explication suivante. Soit les descendants du troisième frère ne savent pas d'où leur vient leur cape, soit ils le savent et ont décidé de manifester autant de sagesse que leurs ancêtres en s'abstenant de le clamer à tout vent. Naturellement, la pierre non plus n'a jamais été découverte. Comme je l'ai déjà noté dans le commentaire sur Babiti Lapina et la souche qui gloussait, nous sommes bien incapables de ramener les morts à la vie. Il y a tout lieu de supposer que cela ne se produira jamais. De viles solutions de substitution ont bien sûr été essayées par des adeptes des forces du mal qui ont créé les inféries, mais il ne s'agit là que d'effrayantes marionnettes, pas d'êtres humains véritablement ressuscités. De plus, l'histoire de Biddle est très explicite sur le fait que l'amour perdu du deuxième frère n'est pas vraiment revenu d'entre les morts. Elle a été envoyée par la mort elle-même pour attirer le deuxième frère dans ses griffes, et elle est donc distante, froide, à la fois présente et absente, tel un supplice de Tantale. Il nous reste à présent à parler de la baguette, et, sur ce point, ceux qui s'obstinent à croire à un message caché de Biddle disposent au moins de quelques éléments historiques pour soutenir leur extravagante affirmation. Car le fait est qu'au cours des âges, que ce soit pour se glorifier, pour intimider de possibles agresseurs, ou parce qu'ils croyaient sincèrement à ce qu'ils disaient, des sorciers se sont vantés de posséder une baguette plus puissante que les autres, et même une baguette invincible. Certains de ces sorciers sont allés jusqu'à affirmer que leur baguette était en sureau, comme celle que la mort aurait prétendument fabriquée. Ces baguettes ont reçu divers noms, parmi lesquels la baguette de la destinée et le bâton de la mort. Il est guère surprenant que ces vieilles superstitions se soient développées autour de nos baguettes qui sont, après tout, nos instruments de magie et nos armes les plus importants. Certaines baguettes, et par conséquent leurs propriétaires, sont censées être incompatibles. Si lui a une baguette en chêne, et elle une baguette en houx, les marier l'un à l'autre serait fou.
ou révéler des défauts dans le caractère de leur propriétaire. Le sorbier cancane, le châtaignier est monotone, le frêne est entêté, le noisetier ronchonne. Dans cette catégorie de dictons infondés, on trouve aussi baguette de sureau, toujours un fléau. Que ce soit parce que la mort, dans l'histoire de Biddle, fabrique cette baguette de fiction dans du bois de sureau, ou parce que des sorciers violents, assoiffés de pouvoir, ont prétendu avec insistance que leur propre baguette était également en sureau, ce n'est pas un bois très apprécié par les fabricants. La première référence sérieuse mentionnant une baguette de sureau dotée de pouvoirs particulièrement puissants et redoutables indique qu'elle appartenait à Aymeric, communément surnommé le Mauvais, un sorcier qui ne vécut pas longtemps, mais se montra exceptionnellement agressif, terrorisant le sud de l'Angleterre au début du Moyen Âge. Il mourut comme il avait vécu, à l'issue d'un duel féroce contre un autre sorcier connu sous le nom d'Ecberd. On ne sait pas ce que devint Ecberd, mais l'espérance de vie était habituellement assez brève chez les duellistes médiévaux, au temps où il n'y avait pas encore de ministère de la magie pour contrôler l'usage de la magie noire, les duels étaient généralement fatals. Un bon siècle plus tard, un autre personnage déplaisant, du nom de Godelot cette fois, fit avancer l'étude de la magie noire en transcrivant une série de dangereux sortilèges avec l'aide d'une baguette qu'il décrivit dans son manuscrit comme « ma plus malfaisante et subtile amie, avec un corps de sureau, qui connaît les voies des grandes noirceurs de la magie. » Des grandes noirceurs de la magie devint le titre de l'œuvre maîtresse de Godelot. Comme on le voit, Godelot considère sa baguette comme une compagne, presque une éducatrice. Ceux qui connaissent bien la tradition des baguettes magiques seront d'accord pour dire que les baguettes s'imprègnent véritablement des talents de ceux qui les utilisent, bien qu'il s'agisse là d'un processus imprévisible et très imparfait. Il faut prendre en compte toutes sortes d'autres facteurs, comme la relation entre la baguette et son utilisateur, pour comprendre comment elle est susceptible de réagir avec tel ou tel individu. Toutefois, une baguette qui serait passée entre les mains de nombreux mages noirs aurait vraisemblablement, et à tout le moins, un penchant marqué pour les types de magie les plus dangereux. La plupart des sorcières et des sorciers préfèrent avoir une baguette qui les a choisis, plutôt qu'une baguette de deuxième main, précisément parce que cette dernière aurait pris, auprès de son précédent propriétaire, des habitudes peut-être incompatibles avec le style de magie de son nouveau possesseur. La coutume est généralement en vigueur qui consiste à enterrer ou à brûler la baguette avec son propriétaire à la mort de celui-ci permet également d'éviter qu'une baguette apprenne trop de choses de trop de maîtres. Ceux qui croient à l'existence de la baguette de sureau, cependant, soutiennent que, par la même façon dont elle a toujours changé d'allégeance d'un possesseur à un autre, le prochain maître étant celui qui vaincra le précédent, généralement en le tuant, elle n'a jamais pu être détruite ou enterrée, mais a survécu en accumulant sagesse, force et pouvoir, bien au-delà de l'ordinaire. On sait que Godelot a péri dans sa propre cave où il fut enfermé par son fils dément, Erévard. Nous devons supposer que Erévard a pris la baguette de son père, sinon celui-ci s'en serait servi pour s'enfuir, mais nous ne pouvons être certains de ce qu'il a fait par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'une baguette appelée la baguette de Sambucus, par son propriétaire, Barnabas Deveril, est apparu au début du XVIIIe siècle et que Deveril s'en est servi pour se tailler une réputation de redoutable sorcier, jusqu'à ce qu'il soit mis à la fin de son règne jusqu'à ce qu'il soit mis fin à son règne de terreur par Loxias, un autre sorcier de sinistre réputation, qui s'empara de la baguette, la rebaptisa le bâton de la mort, et s'en servit pour anéantir quiconque lui déplaisait. Il est difficile de retracer l'histoire ultérieure de la baguette de Loxias, car nombreux sont ceux qui prétendent l'avoir tuée, y compris sa propre mère. Ce qui doit frapper n'importe quel sorcier intelligent en étudiant la supposée histoire de la baguette de Sureau, c'est que tous ceux qui ont affirmé l'avoir possédée ont répété qu'elle était invincible. Or, son passage entre les mains de nombreux propriétaires, qui est un fait bien connu, démontre que non seulement elle a été vaincue des centaines de fois, mais qu'en plus, elle attire des ennuis à ses maîtres, autant que Grincheuse la chèvre pouilleuse attirait les mouches. Finalement, la quête de la baguette de Sureau vint étayer une observation que j'ai souvent eu l'occasion de formuler au cours de ma longue vie, à savoir que les humains ont le don de jeter leur dévolu sur les choses qui, précisément, leur font le plus de mal. Mais qui d'entre nous aurait montré la sagesse du troisième frère si on lui avait proposé de choisir l'un des présents de la mort? Sorciers et moldus ont tous eu, en eux, la soif du pouvoir.
Combien aurait su résister à la baguette de la destinée? Quel être humain, ayant perdu un être cher, pourrait repousser la tentation de posséder la pierre de résurrection? Même moi, Albus Dumbledore, je trouverais plus facile de refuser la cape d'invisibilité. Ce qui démontre simplement que, tout intelligent que je sois, je demeure un aussi grand imbécile que n'importe qui d'autre.